Quand j'arrive au garage le matin, je me lave toujours les dents. Question de respect. Tu peux pas réparer une moto en puant de la gueule, c'est pas possible. Hors de question. Bon, sauf que j'ai plus de dentifrice. Eh ouais quoi. Normal mon gars. Normal. Il y a un truc que mon père me disait quand j'étais gosse, qu'il était artisan. Tu t'exprimes avec ta bouche, faut qu'elle soit propre. Tu travailles avec tes mains, il faut qu'elle soit propre aussi. C'est le reflet de ton âme. Voilà, je sais pas si ça c'est des conneries ou pas. On verra quand je serai mort. Ceci dit, je ne pense pas avoir du tout une âme propre. Hein. Moi aussi j'ai fait plein de conneries. Quand j'avais 18 ans, je travaillais dans une discothèque. Et je faisais la sécu, je donnais des gifles à des étudiants trop bourrés qui ne savaient pas se tenir. Ça s'appelait Drac West à Fontaine, vous avez peut-être connu. Une des boîtes, les pires boîtes mafieuses que j'ai connues dans le coin à l'époque. Mais c'était vraiment une expérience sociale intéressante. Alors aujourd'hui, on va parler de Harley. Hein. On va parler de Harley. Mais je pense que quand on fait des vidéos, comment je vais dire ça, il faut toujours recontextualiser. Quand on crée du contenu sur l'internet, on est responsable de ce qu'on diffuse. Il faut être, terre à terre. Vous êtes responsable de l'ambiance que vous diffusez. Alors moi, du coup, comme je vais parler de Harley, je suis obligé de recontextualiser. Pourquoi ? Parce que, en fait, on vit dans un monde suffisamment merdique, comme ça en ce moment, pour l'encombrer de sectarisme supplémentaire. Sur cette chaîne, il n'y aura pas de sectarisme. Hein. Le sectarisme, moi je lui marche sur la tronche, je l'écrase, voilà. Vous roulez avec les motos qui vous plaisent, vous roulez de la manière dont vous aimez rouler, vous roulez là où vous aimez rouler. En fait, personne, mais absolument personne, n'a à critiquer ça, quoi. Personne n'a à ouvrir sa gueule sur un tel il roule avec ça, bah c'est un beauf, un tel il roule avec ça, bah c'est un beauf. Si vous saviez le nombre de gens que je vois arriver ici avec des CB 500F, des combines intégrales avec des sliders, qui accélèrent comme des bonnets en ligne droite et qui posent la première dans tous les virages, je vais m'abstenir de tout commentaire. On parle de Harley aujourd'hui, de Harley et de technique à l'atelier. Qu'est-ce qui se passe pour nous les garages quand on reçoit une Harley? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? On va voir ça ensemble. Alors moi j'ai quand même de la chance hein, dans mon parcours de technicien. J'ai de la chance parce que j'ai pu travailler une bonne paire d'années chez Harley-Davidson dans une ambiance qui était absolument pas commune par rapport aux autres garages de moto de l'époque. Et ça, il faut le noter aussi parce que l'ambiance au sein des concessions Harley-Davidson, c'est quand même quelque chose qui n'existe que chez Harley-Davidson, hein, voilà. Et dans mon parcours de technicien, j'ai pu découvrir une institution dans laquelle vous êtes formé, vous êtes quand même plus ou moins pris en main. Et il faut savoir que quand vous rentrez chez Harley, vous avez l'équivalent d'une sorte d'université en fait, la HD University, où vous êtes formé. Alors moi j'ai pu faire ces formations, du coup. Des formations où vous passez en fait des grades, donc technical manager, master. Moi j'ai pu en faire 5 ou 6. Donc tu prends le train, tu montes à Paris et puis tu vas dans les locaux de la HD University et là tu découvres un monde d'ingénierie, de technique, de technologie qui sont vraiment maîtrisées. Je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait quand on analyse techniquement ce qu'est une Harley-Davidson, alors là, je vous arrête tout de suite avec vos remarques bidons. On essaye d'être un peu sérieux sur la question avec une marque aussi âgée, avec autant d'expérience. Quand on analyse la technologie d'une Harley-Davidson, en fait, si tu l'analyses en tant que technicien, t'es étonné. T'es étonné parce que c'est facile à réparer, c'est facile à entretenir, c'est durable, donc ça dure très très longtemps, voilà. Et surtout, plus tu l'utilises, mieux ça marche. Ça, c'est vraiment un truc formidable. Et le plus fort, c'est que souvent,
À l'époque, en concession, par exemple, on vendait le samedi, on donnait livraison. Donc il y a des clients qui prenaient possession de leur Harley. C'était souvent, parfois, par la force des choses, des modèles similaires. Alors des modèles qui étaient exactement les mêmes, qui avaient 0 km, ils partaient le même jour. Et quand ils revenaient pour la première révision aux 1600 km, les motos fonctionnaient pas du tout pareil. Alors qu'elles avaient été assemblées sur la même chaîne, quasiment la même semaine de fabrication. Et on se rendait compte, au terme de cette révision, que la moto avait un rendu totalement différent. Pourquoi ? Eh ben, ça, c'est mon analyse personnelle. Hein, parce que quand on a des moteurs qui sont aussi métallisés, on va dire, qui ont quand même une charge de matériaux au niveau métaux, alliage aussi massive et aussi important, en fait, le comportement pendant les premiers tours de roue que tu vas avoir avec ta moto va donner en fait une sorte de patte d'utilisateur. Tu vas un peu former le moteur à ta pomme, en fait, clairement. Je sais pas si je me fais comprendre. Parce que la manière dont tu vas accélérer, la manière dont tu vas le roder, le faire chauffer, l'user, en fait, les métaux, ils ont une mémoire. La manière dont les métaux chauffent, ça donne en fait une sorte de caractère au moteur. Et c'est pour ça que d'une Harley à une autre, en fonction des utilisateurs, on n'a jamais le même rendu. Alors, dans la clientèle Harley-Davidson, vraiment, on a la chance, nous les garages, d'avoir quand même des clientèles qu'on peut fidéliser. Par exemple, ce Fat Bob de 2010, je le suis depuis à peu près 2012-2013. Voilà. Donc elle a fait ses 2 ans de garantie en concession. Et après, on s'est rencontré avec le client. Et là, aujourd'hui, en 2025. Et cette bécane, en fait, je la connais par cœur. Alors à l'époque, on lui avait fait une petite peinture comme ça, feuille de cuivre. Voilà. Très très beau, avec le petit bas-relief Harley-Davidson derrière. Bon. Petit Fat Bob 1584. Eh ben, vous savez quoi ? C'est un petit peu la moto à tout faire chez Harley. Moi, si j'avais ce Fat Bob, je n'hésiterais pas à prendre une piste forestière. J'hésiterais pas à traverser l'Europe par des routes absolument défoncées et pourries. J'hésiterais pas à m'engager dans une aventure un peu rocambolesque. Et par contre, vous pouvez aussi embarquer la Momone avec les bagages pour descendre à la mer le temps d'un week-end, en cruisant sur les routes de Provence, et puis en vous faisant un petit peu plaisir dans un col du Rousset ou sur un col du Vercors, par exemple. C'est vraiment la moto à tout faire. Alors, qu'est-ce que ce moteur 1584 ? Donc, c'est le 96 cubic inch donc de Harley-Davidson, qui vient juste après le Twin Cam 88. Alors, concrètement, le 1584, comme ça, le 96, on peut dire que c'est l'un des moteurs les plus fiables de toutes les Harley qui sortent après, on va dire, 2000, 99, 2000, voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Tout simplement par rapport à mon expérience personnelle. Ce 96, j'ai des clients qui ont dépassé 130, 140 000 km avec. Plus il roule, plus il a de bornes, mieux il se comporte. Mieux il roule, mieux il s'use, plus il donne des belles sensations. C'est un truc de fou. Ce moteur, au départ, il a été assez critiqué parce que les gens l'achetaient neuf. Il y avait un ressenti qui était quand même particulier. C'était vachement linéaire, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce genre de mécanique extrêmement, on va dire, métal, hein, c'est de l'alliage, c'est des aciers, c'est tout un tas de matières qui sont vraiment massives. Bah, ça met beaucoup de temps à se roder. Alors par rapport au Twin Cam 88, c'était quand même un moteur selon sa configuration, donc par rapport au 1450, qui délivrait quand même facilement 10 à 20% de couple supplémentaire, toujours selon la configuration, parce que chaque configuration est propre à chaque moto chez Harley.
Et ça, c'était difficilement cernable parce que le 1450, lui, avait plus de caractère. Il avait des équipages mobiles, donc pistons, etc., un peu plus légers. Ça faisait un moteur quand même un peu plus véloce, même s'il était moins puissant, on avait tendance à mieux s'amuser. Ça, c'est pas très grave dans l'histoire de Harley, puisque c'est quand même un moteur qui s'est survendu. Il y en a eu de partout, sur tous les modèles, et il a largement fait ses preuves, puisque aujourd'hui, la moto, elle date de 2010, à part quelques petites pannes et quelques petites bricoles dont je vais parler juste après, du coup, en fait, il s'est rien passé. Bon, alors, on a eu quelques questions, parce que j'ai posé un petit post, du coup, sur la chaîne qui disait que j'allais sortir cette vidéo. Donc, la question qui a été posée par rapport au moteur Screaming Eagle, donc 110. Chez Harley-Davidson, vous avez un département, donc le département CVO, Custom Véhicule Opération, voilà. Alors du coup, ces motos étaient équipées de pièces Screaming Eagle. Screaming Eagle est un excellent équipementier pour Harley, donc avec des pots, des échappements, des filtres, tout un tas de babioles à installer sur sa bécane. Et d'origine, on pouvait acheter donc chaque modèle. Par exemple, si tu achetais un Softail, tu pouvais l'avoir en normal ou en CVO. Si tu achetais un Touring, donc par exemple un Electra Glide ou un Street Glide, tu pouvais l'acheter en CVO à chaque fois. Des modèles déclinés sous des gammes assez restreintes, donc quelques centaines de modèles, avec des peintures personnalisées d'usine, etc. Très belle facture, mais hors de prix. Et souvent, ces machines-là, passé une certaine époque, donc on les a trouvées avec des moteurs 110 Screaming Eagle. Alors ça n'a pas été le pire moteur, parce que moi j'ai travaillé chez Harley dans cette époque-là. Il n'y a pas vraiment de pire moteur en fait chez Harley. Et ce moteur Screaming en 110, il avait un problème au niveau de la cohérence des équipements. Donc c'est-à-dire que on était sur une base moteur de Twin Cam assez solide à la base, mais ce bloc 110, il avait des culasses inadaptées qui étaient vraiment axées performance. Il avait tendance à beaucoup trop chauffer. Le fait de beaucoup trop chauffer, ça l'emmenait sur des températures de fonctionnement qui étaient complètement déraisonnables, qui arrivaient carrément à déformer certaines pièces, qui faisaient plus étanchéité. Alors, les mecs, ils achetaient une Electra ou un Touring et ils se retrouvaient avec un 110 en ville ou sur le bord du lac en se disant voilà, j'ai acheté une moto premium à 40 000 euros, je peux faire ce que je veux. En fait, le mec qui se retrouvait du coup dans la circulation avec les cuisses qui bouillonnaient, la moto qui fumait dans tous les sens et qui était à une température absolument abominable. Et forcément, tout ça, ça avait des conséquences. Donc, il y a un dispositif qui a été inventé par Harley pour réduire ce phénomène à l'époque, qui s'appelait l'ETIMS, et qui était en fait un dispositif qui coupait le cylindre arrière. Donc tu te retrouvais avec un monocylindre en gros, et l'arrière se transformait en pompe à air, donc au niveau du cylindre, pour refroidir le moteur. Sauf que du coup, tu n'avais plus de puissance. Alors ces mecs-là, en fait, ils se retrouvaient sur ce moteur-là, ils faisaient de la ville, ils allaient au bureau, ils allaient chercher le pain. Et puis un beau jour, comme ça, ils partaient sur l'autoroute, ils disaient « Waouh, moteur Screaming Eagle, performance », ils ouvraient en grand. Et là, souvent, c'était la catastrophe. Il y a eu quelques cas de casse de haut moteur. J'ai quelques 110 en entretien. En fait, ça va dépendre de l'utilisateur. Ça va dépendre du parcours de la vie de la moto. Le 110, s'il est vidangé régulièrement, qu'il est surveillé, qu'il est bien maintenu dans son état général, c'est un moteur qui peut rouler parce que aujourd'hui on sait intervenir, on sait le fiabiliser, on sait corriger en fait le petit problème d'incohérence entre les équipements sur ce moteur Screaming Eagle. Deuxième question qu'on nous a posée sur les moteurs Milwaukee 8, donc les M8 ou M8. Alors au départ quand les moteurs M8 sont sortis, comme d'habitude, sur les forums, sur les groupes Facebook, oh là là, ces groupes Facebook, j'en peux plus. On a tout vu et tout entendu. Mais moi, je vous parle de la réalité de l'atelier. J'ai une bonne trentaine de M8 en entretien ici. J'ai des gros rouleurs, j'ai des petits rouleurs. Ça me donne vraiment un étalonnage assez, on va dire, considérable au niveau de mon recul. Alors, j'ai vu très peu de problèmes au niveau du Milwaukee 8. J'ai vu des problèmes de pompe à huile, en fait.
sur les premières générations. Donc la pompe à huile qui est insuffisante avec un problème au niveau du retour. C'est-à-dire que le moteur n'arrive pas à évacuer suffisamment l'huile qui est au sein du bas moteur. Et là, ça va se caractériser par des refoulements, voire une pompe à huile qui va forcer, qui va arriver à mater un petit peu l'emprise qu'elle a donc sur le vilebrequin, où là, on peut avoir dans certains cas, mais ça date vraiment du début du Milwaukee 8, ce problème-là. Après, sur les Touring, on a toujours ce fameux problème de pompe à eau qui vaut pas loin de 800 € chez Bosch. Donc la pompe à eau qui sert à refroidir les culasses, du coup, sur les Touring, mais ça reste quelque chose d'assez isolé qui arrive sur les Harley qui ont déjà parcouru quasiment un tour de compteur. Alors, est-ce que ça tombe en panne de manière panne immobilisante? Je suis au bord de la route, je suis arrêté. Franchement, non. Franchement, non. Si la moto est bien suivie, qu'elle a une batterie qui est bien maintenue, que tout est plus ou moins serré et conforme à l'origine, si vous achetez une bécane comme ça, vous ne serez pas en panne au bord de la route. Il n'y aura qu'un truc qui pourra vous embêter, à la limite, c'est l'alarme. Voilà, alors ça, tu t'arrêtes sur une station essence, sur l'autoroute, ou à côté d'un hôpital, ou dans un endroit qui est bombardé d'ondes 5G, 4G, et ce que tu veux. Là, il y a un problème. Il faut savoir que la plupart des Harley tournent avec de la 2050. Alors, moi, j'ai tendance à mettre de la 2050 semi-synthétique. Sur un 1340, je vais la passer en minéral. Il faut bien considérer les spécificités des huiles. Donc, dans la transmission primaire, on a un stator, un alternateur. On a un embrayage, on a un tendeur, donc soit automatique, soit à tension manuelle. Tout ça, ça fait du bordel. Moi, je vidange mon primaire tous les 8000 pour tous mes clients. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'une Harley, ça freine? Bon, je suis obligé d'admettre que de ce côté-là, le freinage, c'est pas la folie. Mais il y a eu de très gros progrès qui ont été faits. Ici, sur ce Fat Bob de 2010, on est quand même sur des disques flottants. Avec l'ABS, avec 2 étriers, et franchement, ça freine plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt correct pour la moto. On a une moto qui pèse quand même un certain poids. Comment optimiser ce freinage? Alors, j'ai souvent cette question à l'atelier. Alors, c'est pas compliqué. Si on veut optimiser le freinage d'une Harley comme ça d'origine, moi, ma méthode, c'est disque de frein EBC, pas des disques pétales, des disques normaux EBC, qui sont vraiment épais, qui ont une piste super efficace et surtout qui prennent un peu plus de jeu que les disques d'origine, donc qui s'adaptent mieux à la plaquette quand ils freinent. Les plaquettes qui vont avec, disque EBC devant, disque EBC derrière, avec les plaquettes pas trop performance mais toujours métal frité. Là vous allez voir, après avoir rodé vos disques, vous aurez un freinage qui sera beaucoup plus puissant, voire vraiment plus puissant. Donc attention, des fois les motos elles sortent de l'atelier sur les Touring, les Electra, les machins, les Street Glide, vous arrivez à bloquer la roue avant sans aucun problème si la moto n'a pas d'ABS après avoir fait ce montage. Les Harley aiment bien avoir un liquide de frein qui leur son propre. Pour ces liquides de frein, on va avoir tendance à utiliser des liquides de frein siliconés qui sont particulièrement résistants à la température sur du DOT 5 ou du DOT 4. Pour ma part, j'ai pris l'habitude d'utiliser du DOT 4+, donc qui est vraiment transparent, il est quasiment incolore. Déjà, ça permet de vraiment surveiller le vieillissement par rapport à la couleur, mais c'est le liquide de frein de mon côté qui a le meilleur rapport coût-performance, donc surtout ici en zone de montagne où quand même les freins ont particulièrement tendance à chauffer. Ce qui est intéressant chez Harley, c'est que vous voyez vraiment toutes sortes de choses dans ce milieu. Vous voyez des motos préparées, dont l'usage est assez restreint, mais il y en a qui font quand même pas mal de bornes sur des rigides avec des commandes suicides, des roues invaders devant sans frein. Du coup, ça je trouve vraiment ça respectable. Vous avez ceux qui roulent avec des grands-mères comme ça. Donc ça c'est un bon vieil Evo qui est arrivé du Japon par Bike Eco et qui est vraiment en sale état. Ça, cette moto là elle a dû venir
100 containers par la mer. À mon avis, il est venu à la nage. En matière d'optimisation, on parle souvent d'optimisation donc sur les Harley. On parle de staging. Donc le staging, c'est un terme un peu vulgairement utilisé. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une sorte de modification autonome de la cartographie d'injection, qui va être faite, qui va permettre de gagner quelques pourcents de puissance. Alors soyons objectifs, on ne gagne pas 10% de puissance avec un staging, c'est très rare. On va gagner entre 2 à 5% de puissance, voilà. Alors ça se passe souvent avec ce petit appareil. Ça s'appelle un Power Vision, c'est fait par DinoJet. Il y en a plein d'autres, hein, Thunder Max, Screaming Eagle, Super Tuner, etc. Et on va venir se brancher sur la prise diag, et souvent on va rentrer une carto prédéfinie, préenregistrée, sans risque. Donc les concessionnaires mettent toujours la carto Screaming Eagle sans trop la modifier, parce que c'est pas leur boulot de modifier les cartos, du coup. Mais par contre, grâce à ces petits appareils, si tu vas chez un collègue qui a un banc de puissance, qui a des sondes lambda large bande, qui va pouvoir configurer ta moto, là on va pouvoir lui donner un rendu vraiment intéressant. Alors c'est vrai qu'en matière de performance, on voit souvent des cas où les gens ont des filtres à air qui sont ouverts, c'est ouvert vers le ciel et l'univers, quoi. Il y a tout qui passe. C'est des filtres à air design, hein. Il faut savoir qu'un filtre à air design n'est pas un filtre à air performance, hein. Donc ici, on est équipé en Screaming Eagle. Alors en matière de filtration, il n'y a pas à se prendre plus la tête que ça. Vous avez deux types de filtres que moi je préconise. Surtout que maintenant il y a un contrôle technique, hein. Donc ça, filtre d'origine, hein, avec les particularités d'origine. Et là, filtre d'origine nettoyable ou optimisé. Donc soit c'est un KN, du coup, soit c'est une marque alternative, donc Dragspay ou Green, ou etc. Il en existe plein. Personnellement, après des années de fréquentation du milieu, de cette clientèle si atypique, je dirais que le principal problème de cette marque, c'est en fait les légendes techniques. C'est-à-dire que tu t'arrêtes dans un endroit, quelle que soit la marque de moto, où il y a une quinzaine de motards, hein, entre guillemets. Là, tu vas entendre tout un faisceau d'informations techniques complètement contradictoires sur l'entretien, sur les façons de faire, etc. Alors, des fois, il y a des bons trucs à retenir. Mais tout ça, en fait, ça crée des légendes, quoi. Voilà. Alors, des légendes qui ont la peau dure chez Harley. On entend tout et son contraire. Et ça, c'est comme l'histoire de la Terre plate ou des Anunnaki ou de ceux qui sont jamais allés sur la Lune. Ça finit, en fait, par créer des convictions qui sont assez dures à démonter. Donc quand les gars arrivent au garage et que les garages sont informés, ces garages qui savent de quoi ils parlent, souvent il y a un petit moment où il faut rééduquer le client. Je veux dire, ah non, la vérité technique en fait c'est celle-là. Et ce qui compte vraiment dans cette marque en fait, vis-à-vis des garages, c'est la touche personnelle. C'est-à-dire que si tu vas chez un cordonnier pour tes chaussures, et en fait tu vas attendre une touche personnelle. Il utilise tel cirage, il utilise tel produit pour que ça sente bon, pour que ça soit bruyant. Et là c'est pareil en fait au niveau de ce genre de moto. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir des motos de caractère, quand elles vont dans des officines, des garages un petit peu comme le mien, elles prennent des habitudes par rapport aux habitudes de l'exécutant, quoi, de l'artisan. C'est-à-dire que tu rends la moto, il y a la touche personnelle. Le mec sent tout de suite que l'embrayage est différent, il sent tout de suite que ça accélère pas pareil, que la réponse est meilleure au niveau du freinage. Il n'y a plus le petit couinement de la béquille, il n'y a plus la vitesse qui passe mal et tout. Tout ça, en fait, c'est du travail de spécialiste, de spécialisation. Et chez Harley, et plus que jamais, les gens attendent ça. Les gens attendent un travail spécialisé qui se conforme un peu par rapport, comme quand tu vas chez le coiffeur, aux habitudes du client. Par exemple, en matière de légendes qui ont la peau dure, c'est pas vraiment une légende, mais c'est une question en fait d'appréciation. On parle de la distribution. Alors en fait, tu as des gens qui vont mettre sur le dos du 96 très souvent les problèmes du 88. Les problèmes du 88, donc le 1450, c'est clair, c'est la distrie.
Mais en fait, c'est très facile à résoudre. Alors, quand est-ce qu'on intervient pour la distrie sur un 1450? Le 1450, j'ai vu très peu de motos qui avaient des problèmes aux alentours des 30 000. Mais par contre, il faut commencer la surveillance de la distribution, donc les patins, les roulements au niveau des arbres à câbles, dans le bas moteur, et la cinématique générale de la distrie. On commence à jeter un œil, 40, 45 000, c'est très bien. Rénovation obligatoire à 50 000 km. Voilà, il y en a qui ont fait plus, il y en a qui ont fait moins, ça dépend de l'huile utilisée, etc. Mais ça, c'est incontournable. Sur le 96, avec le recul que j'ai et l'expérience que j'ai sur ces moteurs-là, je vais commencer à regarder à 60 000. À partir de 60 000, j'enlève le carter, je regarde un petit peu la tronche des patins. S'il y a besoin d'intervenir, c'est très très rare sur ce moteur-là de le faire avant 70 ou 80 000 et voire des fois 100 000. Ça tient quand même plutôt bien. On est sur des patins hydrauliques avec une tension tout à fait acceptable. Ce qui n'est pas le cas du 1450 où la tension se fait avec des ressorts sur des patins en matière synthétique qui sont très vite bouffés. Quand je traite une distribution sur un twin cam, donc déjà je change systématiquement la pompe à huile. Ça c'est incontournable. Pompe à huile neuve. Alors il y a plein de marques adaptables, Fueling, Draxp, SNS, etc. Mais c'est pas les plus chers, les meilleurs. Hein. Dans toute cette pléiade en fait d'accessoires et de pièces et de matos, ne partez pas dans l'idée que le plus cher c'est le meilleur. Partez sur l'expérience en fait de votre garagiste, de votre grille. C'est lui qui sait ce qu'il faudra monter sur votre bécane et qui ira le mieux. Distribution neuve égale pompe à huile neuve systématiquement, roulement d'arbre à cam neuf systématiquement des deux côtés. Mais là, on arrive sur la question de la cascade de pignon. Alors, passé un temps, chez Harley, il y a des modes techniques comme ça. Tout le monde met des cascades de pignon pendant quelques années. Après, plus personne en monte. Tout le monde met des stagins comme ça. Après, plus personne en monte. Ça fait encore partie de l'étalement des légendes techniques qu'il y a dans cette marque. Moi, j'ai eu monté des cascades de pignon sur des 1450, mais j'ai arrêté d'en monter parce qu'un jour, en fait, j'ai récupéré une moto où la cascade de pignon était tout simplement brisée en 1000 morceaux. Ce qu'il y a, c'est que vous avez des garages, passé un certain temps, qui ont monté des cascades de distrie sans contrôler la rotation du vilo au niveau du jeu et au niveau du foron de la queue de vilebrequin qui entraîne la distrie, qui entraîne la pompe à huile. Alors moi, j'ai arrêté de monter ces cascades de pignon parce que, en fait, si on va sur les développements de ce moteur, on se dit mais pourquoi Harley a pas monté ces cascades de pignon d'origine? C'est tout simplement qu'une cascade de pignon, quand ça s'use, c'est pas bon. C'est-à-dire que ce moteur-là, il n'est pas prévu pour ça à la base. Il a un gros taux de dilatation quand il chauffe. Donc déjà, qui dit dilatation, dit écartement des éléments internes. Tout ça, c'est calculé. Hein. Mais le fait d'avoir une chaîne permet beaucoup plus de tolérance déjà à ce niveau-là. Ensuite, si vous avez un moteur qui a été mal graissé, qui a été mal rodé, qui vieillit mal, dont le bas moteur est perfectible. S'il n'y a pas de contrôle de ce côté-là, bon, admettons que votre moteur ait, on va dire, une rotation pas très, on va dire, homogène au niveau du vilebrequin, là, vous allez avoir une cascade de pignon bruyante, du coup, et vous êtes sur un vrai risque technique, un risque de casse de pignon. Alors moi, je ne mets pas ma main à couper dans ce genre de montage. Je pars sur une chaîne neuve, si possible d'origine, ou adaptable de bonne qualité, des patins renforcés, voilà, cache-culbuteur, joint cométique, tous les petits accessoires qui vont bien, pompe à huile neuve et tout, ça repart pour un tour. Par rapport au coût dépensé, par rapport au coût d'une cascade de pignon, et la rénovation avec des pièces similaires à l'origine sur une distrie normale, franchement, le ratio est quand même assez intéressant, parce que, oui, en cascade de pignon, le calage de la distribution est meilleur, mais le risque technique est beaucoup plus important. Et quelque part, je préfère ne pas avoir de risque technique plutôt que de gagner 0,05 chevaux en sortie de courbe à 35 km/h. Le niveau d'huile, donc je viens d'arrêter la moto, le moteur est vraiment à température de fonctionnement. Donc du coup, jauge vissée, hein, c'est pas compliqué, la jauge est vissée, essuyée au préalable, je la sors. Donc là, je viens de mettre l'huile, elle se trouve à peu près à la moitié, on ne voit pas très bien sur la caméra.
Alors elle doit être là où c'est marqué full. Voilà, ça c'est ce qui doit se passer pour le moteur chaud. Vous remplissez, vous mettez sur full et le niveau est fait. On est sur une mécanique vivante, tout simplement. Pourquoi toi tu roules en Harley? Qu'est-ce qui t'attire dans cette marque? Alors, déjà, la passion de la moto elle-même. Donc, Et pourquoi plus celle-là qu'une autre? je sais pas, le style, le look, le bruit. Parce que dans ta culture, t'es pas un rocker, toi. Non. Quoique, si. Qu'est-ce qui t'a attiré vers Harley Davidson? Non, mais la moto elle-même, la tranquillité de rouler en Harley, voilà, d'être peinard et puis voilà, le lien avec l'Amérique, où j'ai toujours eu une passion pour l'Amérique. Donc toi, tu as eu un métier international, hein, C'est ça. Tu as cruisé sur tous les continents, tu as Un pu petit peu. voir toutes les cultures, C'est ça. du coup, et tu t'es basé sur une moto américaine, bah, du coup, pour son ressenti, Oui. voilà, pour sa mécanique généreuse, Oui. et aujourd'hui, tu en as deux. C'est ça. Un Road King, Un Road King, une nouvelle acquisition pour le plaisir, et puis Voilà. voilà. bon, On et verra si je garde les deux encore longtemps, mais du coup, ça fait un petit moment qu'on se côtoie tous les deux par rapport au suivi de ta moto, C'est à vrai. l'entretien, etc. Et aujourd'hui, en 2025, c'est quoi ton ressenti sur l'aspect concessionnaire? alors, concessionnaire... Sans parler sans dénoncer qui que ce soit. mais Non, il voilà. y a deux aspects. Je crois que c'est comme tout, hein. C'est pas parce qu'il y a écrit Harley au-dessus de la porte qu'il y a des compétences et des savoir-faire. Certains en ont, et malheureusement d'autres en ont pas, et j'en ai fait l'amère expérience cette année, cet été, donc voilà. Ce qui m'a ramené gentiment Vers ton gris habituel. vers mon gris habituel, Voilà. qui connaît parfaitement les motos, les Harley, et qui fait le boulot qu'il faut faire. Donc en fait, ça souligne le fait que quand on a une Harley, c'est comme quand on a une belle paire de pompes, il faut avoir un cordonnier qui connaît ses habitudes, Exactement. qui signe un peu le travail, voilà, avec la touche personnelle, etc. Et qui réfléchit surtout. Voilà. Et aujourd'hui, dans les concessions, on constate qu'il y a quand même une baisse générale de ce souci de l'adaptation du service par rapport au propriétaire de la moto, quoi. Ouais, du savoir-faire, et puis du travail de mécanicien à l'état pur, tout simplement. Bon bah merci. Et voilà, c'était mon petit Fabrice qui repart avec la Momone, avec la Momone et le petit Fat Bob, et qui va bientôt partir en Corse pour se promener sur son Road King. C'est ça. Bon bah à bientôt Ouais, merci pour la de- passion.